Donc c'était une table ronde consacrée je dirais, à l'influence des tests génétiques sur les décisions de reproduction, de conception et de reproduction, et avec deux volets qui ont été abordés dans cette table ronde. Le premier, c'est ce qu'on appelle les diagnostics préconceptionnels, où il s'agit de proposer des tests pour des maladies génétiques graves, incurables, aux deux membres d'un couple qui a un projet d'enfant, et avec la perspective d'aller vers un diagnostic prénatal ou préimplantatoire si les deux membres du couple s'avèrent porteurs d'une anomalie génétique sur chacun, sur un gène donné. Et puis il y avait un autre volet qui a concerné la génétique des cancers, prédisposition au cancer ou aussi thérapie ciblée. Sur les diagnostics préconceptionnels, je dirais que c'est une question qui doit être discutée, évaluée, travaillée dans le cadre des travaux préparatoires de la révision de la loi de bioéthique. En fait, on fait déjà, dans un certain nombre de cas très particuliers, des diagnostics préconceptionnels, mais aujourd'hui, les capacités qu'on a de séquencer les gènes, capacité formidable, en fait, nous permettent d'étudier un grand nombre de gènes associés à telle ou telle maladie, quasiment dans la population. Et donc les questions, c'est est-ce qu'il faut le faire? Quelles sont les limites? Voilà. Et les limites, à mon sens, sont d'abord l'interprétation des variants qu'on va trouver, y compris dans des gènes que l'on connaît bien. Et donc il y a un risque que la qualité de la prédiction sur la maladie annoncée ne soit pas si bonne. Et puis le deuxième point, c'est qu'est-ce que ça va engendrer si on fait ces tests comme augmentation des besoins en termes d'assistance médicale à la procréation et en particulier de demande de diagnostic préimplantatoire. Je crois que dans un premier temps, si on veut s'intéresser à la façon dont les progrès en matière de technologie génétique affectent nos pratiques en matière de reproduction, il faut regarder de façon holistique. Il faut s'intéresser à l'ensemble du cycle, c'est-à-dire aux pratiques et on va dire recours aux technologies génétiques des parents avant même la conception, aux tests génétiques de l'embryon dans le cadre d'une fécondation in vitro, ensuite du fœtus après implantation, ensuite néonatal, du bébé à la naissance, et puis de l'enfant. C'est vraiment une question systémique. Et qui dit système dit, pour le coup, on va dire système sociotechnique, c'est-à-dire les parents sont de plus en plus inondés, et c'est une bonne nouvelle, d'informations et d'options. Ils ont soif de savoir, et je crois qu'une des grandes questions qu'il faut qu'on se pose, c'est la façon dont les parents peuvent réagir à ce flux d'informations et d'options. Ce qui pose la question évidemment de l'accompagnement, parce que c'est des choix éthiques qui sont compliqués, et la question de la désintermédiation de l'accès à certaines informations. C'est quelque chose auquel on ne fait pas trop face en France, mais aux États-Unis, la révolution de la génétique se couple par ailleurs, de façon dans le domaine biomédical, à une révolution de la désintermédiation des pratiques et de l'accès à ce type d'informations. Et au vu de la complexité et des dilemmes qui affectent certaines situations et trajectoires personnelles par rapport à certaines maladies plus ou moins graves, la question de l'accompagnement est vraiment une question centrale. Et puis enfin, on fait souvent, et on a raison de le faire, référence au choix et à la liberté des individus d'exercer un choix par rapport à leurs pratiques reproductives, les individus, les couples notamment. Et je crois que si on veut vraiment s'intéresser à la problématique de ce choix, de cette liberté, il faut aussi regarder la façon dont les dynamiques du système façonnent, structurent, influencent, voire font pression sur ces choix. On n'a pas le même rapport à l'information, notamment technique, en fonction de sa catégorie socio-professionnelle. Il peut y exister des pressions en fonction des normes sociales auxquelles on est soumis dans telle communauté religieuse, dans telle communauté même ethnique, dans telle communauté culturelle, voire dans telle communauté de patients, de destin. Et donc, si on veut faire en sorte de trouver le juste équilibre entre les opportunités extraordinaires que nous apporte aujourd'hui, demain et après-demain la révolution de la génétique et les risques, les dérapages et le toboggan eugéniste, il faut regarder ces dynamiques du système et essayer de faire en sorte de, j'ai envie de dire, socialiser au maximum le risque. Ne pas laisser des individus dont on pense qu'ils savent tout, dont on pense qu'ils sont bien équipés pour faire les choix, seuls face par exemple à un marché qui comporte des asymétries d'informations,
qui pourraient leur être, on va dire, dommageables, voire déboucher sur certains effets pervers, notamment parce que, encore aujourd'hui, les thérapies géniques fonctionnent assez peu, sont hors de prix. Donc la révolution de la génétique aujourd'hui se traduit par, en gros, une pression accrue sur la grossesse, par une pression accrue sur l'interruption donc volontaire de grossesse, qui demeure un parcours pour les couples, pour les femmes, pas évident, pour certains traumatique. Et puis quand on parle de la révolution de la génétique appliquée au domaine médical et à nos pratiques en matière de reproduction, on ne peut pas ne pas parler, et on en a parlé, de la montée en puissance des nouvelles technologies d'édition du génome de type CRISPR-Cas9. Et là, je pense qu'il faut distinguer le court du long terme. À court terme, ces technologies ne sont pas matures pour être déployées de façon efficace sur des embryons humains. Parce que ces embryons sont des systèmes biologiques très complexes et on comprend encore assez mal le parcours du phénotype au génotype. Donc, peu de cas d'espèce. Et puis, et ce n'est pas illégitime, à mesure qu'on se pose la question déployer ces technologies d'édition du génome type CRISPR-Cas9 sur des embryons humains, de grandes barrières éthiques se lèvent. Et ces grandes barrières éthiques vont freiner vraisemblablement l'application de ce type de technologie à l'embryon humain. Ça, c'est pour le court terme. Je pense qu'à long terme, par contre, on peut être beaucoup plus inquiet. Je pense que nous sommes pris dans un système qui fait la part belle de plus en plus à la performance, à la concurrence. La globalisation projette les individus, les communautés, les uns par rapport aux autres, dans une dynamique de performance et de concurrence. L'émancipation des femmes s'accompagne aussi on va dire, d'une attente de leur part vis-à-vis de la carrière, qui vont faire pression vers plus de performance, par exemple. Et donc, je pense qu'à long terme, on va avoir de grandes questions. Et quand je dis long terme, plusieurs décennies, pas tout de suite. Donc on a le temps de se préparer, il faut se préparer, c'est tout l'objet du Forum européen de bioéthique.